Et puis, on vous le disait donc en titre, dans le matin, le Maroc a pris note avec intérêt de la déclaration rendue publique le samedi 25 février par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU concernant la situation grave dans la zone de Guerguerat au Sahara marocain. Dans ce contexte et sur hautes instructions royales, et afin que la demande du secrétaire général soit respectée et appliquée dans l'immédiat, le Royaume du Maroc a procédé dès hier à un retrait unilatéral dans cette zone. Le Maroc espère ainsi que l'intervention du secrétaire général va permettre de revenir à la situation antérieure, de préserver intact son statut, de garantir la fluidité du trafic routier normal et ainsi de sauvegarder le cessez-le-feu et renforcer la stabilité régionale. C'est ce que conclut un communiqué du ministère des Affaires étrangères rapporté donc par la publication. Aziz Bousta, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait d'abord revenir sur les faits marquants dans la région ces derniers mois ? Oui, avant, il y a quelque chose qu'il faut relever. L'entretien entre le roi Mohamed VI et Antonio Guterres a été fait à partir de Guinée, juste après la demande d'intégration, d'adhésion à la CEDEAO. Et la Guinée, le président guinéen Alpha Condé est aussi le président de l'Union africaine. Donc il y a des choses qui ont leur symbolique. En diplomatie, les choses se font discrètement, mais il y a des choses qui ont énormément de symbolique. Alors pour revenir à ce qui s'est passé, en août, faut savoir que juste au sud de Guerguerat, il y a ce qu'on appelle la zone tampon. Alors la zone tampon, elle s'étire sur 5 km dans la région, sauf à côté de Guerguerat où elle est de 3 km 7. Et c'était la pagaille, c'était le chaos total avec plusieurs voies, plusieurs pistes qui étaient empruntées par des contrebandiers et par des trafiquants en tout genre. Et le Maroc avait décidé d'y mettre bon ordre en asphaltant tout simplement les 3 km 7 qui relie Guerguerat à la frontière mauritanienne. Il en avait avisé l'ONU parce que c'est pas légal. Au terme de l'accord de cessez-le-feu, il faut que cette zone-là, zone tampon, ne soit occupée, ne soit peuplée ni par les Marocains ni par les gars du Polisario. Donc le Maroc avait avisé l'ONU de ce qu'il allait faire. Il a commencé à faire les travaux d'asphaltage de cette route sur 3 km 7. C'est là où les gens du Polisario sont arrivés en poussant des cris d'orfraie. Voilà, la rupture du cessez-le-feu par le Maroc. Ils ont menacé d'un Big Bang et d'un cataclysme universel si bon ordre n'y était pas mis. La MINURSO était arrivée, avait supervisé les choses, s'était interposé, mais de manière diurne, pas le soir et pas la nuit, et ça a commencé à créer des problèmes parce que les gens du Polisario, c'est ce qu'ils voulaient justement, c'est attirer l'attention et créer le problème et menacer d'un embrasement de la région. Ça c'était il y a quelques semaines déjà. Alors ça c'était déjà au mois d'août et au mois de septembre. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Mohamed Abdelaziz est décédé donc au mois de mai, fin mai, début juin, l'ancien chef du Polisario. Il a été remplacé par Brahim Ghali qui doit avoir quelque chose à son actif. Donc, il fallait quand même créer quelque chose. Quand le Maroc a fait ses travaux connu d'ailleurs pour son penchant pour l'option militaire. Connu pour son penchant pour la rodomontade surtout, parce que militaire, ça, on en parlait tout à l'heure en off, Naïma, si vraiment le Maroc voulait agir, en moins d'une heure, il aurait balayé tout ça avec ses chasseurs, ses hélicoptères. En plus, c'est très loin de l'Algérie, donc le Maroc n'a pas voulu faire ça. Alors, cette affaire a continué, s'est poursuivie. À partir du mois de septembre, le Maroc s'est occupé d'autre chose. Il avait autre chose à faire. Il avait à réussir sa COP 22. Il avait aussi à réussir sa demande d'adhésion à l'Union africaine, ce qui a été fait à fin janvier. Alors justement, comme vous le dites, Naïma, juste avant cette demande, juste avant le fameux sommet, le 28e sommet de l'Union africaine, où le Maroc a été, comme on le sait, admis au sein de l'instance panafricaine, le Polisario a commencé à faire des incursions de plus en plus marquées, de plus en plus offensives, de plus en plus claires. Et ce qu'il a commencé à faire aussi, c'est de procéder tout simplement à des contrôles type douanier, à contrôler les camions qui passent, à vérifier les papiers, et il avait l'intention de commencer à tamponner les passeports du sceau du Polisario, donc de créer une zone de facto qui lui appartiendrait. On sait que c'est une méthode de défense du Polisario parce que
parmi de les la provocation, en somme. C'est de la provocation et c'est aussi de la haute politique de la manière dont il la voit. Parce que ce que va faire jouer le Maroc et ses alliés au sein de l'Union africaine, c'est qu'un État ne peut pas être considéré comme un État, au sens de la définition d'un État en matière de relations internationales, que s'il dispose d'un territoire et d'une population. Or, il n'a pas de territoire, il a des camps à Tindouf où il y a des gens qui sont retenus et il fallait donc qu'il crée. Alors, si il avait créé une zone dans la zone tampon, une zone entre le Maroc et la Mauritanie, même de 3,5 km, qui ne serait ni marocaine ni mauritanienne, on les imagine aller hurler avec les amis algériens au niveau de l'UA, voilà, nous avons nos territoires, nous avons. Alors ça devenait intolérable pour le Maroc et inacceptable. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui viennent contrôler et qui viennent interrompre le trafic routier. Il y a eu des témoignages de camionneurs marocains ou autres au niveau du sud où ils disaient que ils étaient contrôlés et ils ne pouvaient pas passer parce que c'était pas des contrôles normaux, mais des contrôles virils, on va dire, des contrôles à main armée où les camions étaient bloqués. Et c'est là où le roi a appelé Antonio Guterres pour le mettre devant ses responsabilités et lui demander de revenir au statu quo et de mettre bon ordre à tout ça. Antonio Guterres a réagi au quart de tour, puisque le soir même, il a convoqué le représentant du Polisario à l'ONU, donc Ahmed Boukhari, ce que les gens du Polisario ont présenté comme étant une demande de rencontre. Mais non, il a été convoqué. Il a demandé des explications au secrétaire général de l'ONU. Le représentant du Polisario a dû baragouiner certainement quelque chose pour expliquer les choses. Et le lendemain donc de l'entretien entre le chef de l'État marocain et le chef de l'ONU, il y a eu un communiqué où il est dit qu'il faut revenir au statu quo et il faut que les deux parties en présence fassent preuve du maximum de retenue et d'œuvrer à faire baisser la tension et surtout de permettre la fluidité du trafic commercial. Alors j'y viens. Le secrétaire général de l'ONU a bien parlé de restaurer la fluidité du trafic commercial. On ne peut pas bloquer le trafic commercial, enfin le trafic routier entre le Maroc, le Sénégal et au-delà le Niger et le Mali. Une fois que ce communiqué a été publié, où le secrétaire général de l'ONU, c'est pas rien, demande de la retenue et demande à revenir dans les zones, chacun dans sa zone, et de respecter les termes de l'accord numéro 1 du cessez-le-feu, c'est-à-dire de se replier et de maintenir une certaine distance, parce qu'à partir du mois d'août et en septembre, il y avait environ une centaine de mètres entre l'armée marocaine et les combattants du Polisario. Donc il fallait revenir. Le Maroc a décidé, encore une fois, toujours en prenant l'initiative, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est de la diplomatie, de la haute et très fine diplomatie, faire les choses, attendre les réactions et s'y conformer très rapidement. Donc, oui, parce que vous l'avez dit, je veux dire, si l'option militaire avait été choisie, de toute façon, ça n'aurait pas été un problème pour le Maroc. Ça serait réglé avant qu'on en ait l'information. C'est-à-dire que vraiment, il y a faire depuis que Brahim Ghali est là, donc il a été faire un tour sur le littoral pour montrer que c'était des zones libérées, disait-il. Et il allait faire l'inspection de ces forces armées qui sont quelques jeeps et une dizaine de types dépenaillés. Bon, je dis ça parce qu'ils sont un peu énervants quand même au sud. Donc bon, même si c'est un peu chauvin, mais c'est pas grave. Bien, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on peut considérer que ça a été quand même un succès marocain parce que le fait de se retirer tout de suite de manière unilatérale, place le Polisario devant une situation très compliquée. Soit il continue la provocation. Soit il continue la provocation. Et dans ce cas, il aura un problème avec la communauté internationale et avec le Conseil de sécurité auquel il devra rendre des comptes. Soit il part. Et dans ce cas, c'était exactement ce que voulait le Maroc. Voilà. Selon la diplomatie marocaine, l'objectif a été atteint. Dans les deux cas, c'est l'impasse. On voulait assainir cette zone. Ça a été fait. On voulait asphalter sur 3,7 km. Il y en a 2,8 qui ont été asphaltés. Et on voulait revenir au statu quo. On est revenu au statu quo. Maintenant, on attend les réactions du Polisario. Autant le Maroc a réagi en moins de 24 heures, autant le Polisario a pris note et il reste là. Donc on attend. Ils ont fait un communiqué dimanche. Oui, alors il y a eu un communiqué, effectivement, on va y revenir. Mais d'abord, Moussada Kelami, qui a intérêt finalement aujourd'hui à ce qu'il y ait un conflit armé dans cette zone? Qu'il y ait un conflit armé, personne n'y a intérêt véritablement. Le Polisario, pour les raisons qu'a indiqué Aziz, à savoir que effectivement, si le Maroc devait déclencher une offensive, effectivement, ça durerait quelques heures et l'affaire serait militairement réglée. Alors, en revanche, le Maroc n'a pas intérêt à ce que ça se passe comme ça, parce que
l'adhésion à l'UA est actée maintenant, mais l'adhésion à la CEDEAO pourrait, etc. Donc, en termes pas seulement d'image, mais en termes d'acteurs responsables régional, ça n'aiderait pas à la position du Maroc. Donc, de toute façon, personne n'a intérêt à ce que la situation dégénère. En revanche, l'ensemble de l'opération qu'a résumé Aziz est effectivement une réussite diplomatique, à savoir qu'il y avait visiblement un problème de sécurité. Et on sait, puisque AQMI est très présent, quand même pas loin, le Mali, c'est la porte à côté. Hein, dans le Sahara, les distances sont courtes en réalité. Donc il y avait une sécurisation dans la zone du No Man's Land à faire. Le Maroc a pris le parti, donc en ayant averti la MINURSO auparavant, hein, Aziz l'a rappelé, a pris le risque d'asphalter la route, d'enlever, je crois qu'il y avait 600 carcasses de voitures, enfin bon, donc de nettoyer un peu de façon à ce que la sécurité soit un petit peu rétablie et qu'on voit un peu mieux qui fait quoi. Alors évidemment, le Polisario a voulu provoquer. Évidemment, ces provocations ont augmenté au fur et à mesure que les négociations avec l'Union africaine aboutissaient, puisque maintenant on a la fin de l'histoire. Donc ça aurait été une victoire pour le Polisario que de créer un véritable incident à ce moment-là. Alors le prétexte qu'avait trouvé le Polisario, c'était qu'il y avait des gendarmes qui surveillaient le chantier d'asphaltage, donc qui était effectivement le point discutable de l'opération du point de vue de la légalité, c'est-à-dire que le Maroc, évidemment, n'a pas envoyé l'armée, mais les gendarmes, est-ce qu'on peut considérer ça comme des militaires ou pas? Bon, donc c'était, bon, techniquement ils le sont, mais en même temps, leur mission est civile, elle est pas. Donc c'était le point d'achoppement autour duquel le Polisario aurait pu créer un incident de frontière, on va dire, qui aurait nui à la diplomatie marocaine en général dans l'opération. Donc le Maroc s'en est très bien sorti puisque il a nettoyé la zone, il a restauré sa sécurité. Maintenant, il revient aux accords onusiens dans le respect le fait que ça soit Guterres maintenant aussi le nouveau secrétaire général a pu aider à une meilleure communication, on peut imaginer. Bon, ça c'est puisque lui est un fin connaisseur du dossier, voilà. Donc effectivement, c'est une victoire diplomatique du Maroc sur tous les fronts. C'est une victoire tactique sur le fait que là il y a un peu de la zone qui a été sécurisée. Maintenant, c'est à la MINURSO de veiller à ce que le Polisario effectivement dégage la route, c'est au sens propre comme au sens figuré. Alors Talal Shakir voulait réagir et puis Mélanie Freixigli effectivement reviendra sur cette réponse du Polisario. Talal Shakir. Oui, première chose, moi je reste prudent parce que balayer effectivement d'un coup de roquette, c'est facile, mais effectivement quelles seraient les retombées à l'international pour un pays comme le Maroc, avec une sagesse, avec surtout un mur défensif, avec une presse qui va se déchaîner. On nous attendrait au tournant. Ah, vous savez, moi j'ai vu dès qu'il y a un mouvement du Polisario, on sait très bien que nos confrères de France 24, d'ITélé en même temps, font quand il s'agit de défendre l'intégrité territoriale du Maroc, oui, ben justement, avons-nous d'autres solutions? Justement, il y a une première chose, c'est qu'il faut préparer l'offensive également médiatique, parce que eux la font sur beaucoup de médias, beaucoup de support à l'international. Commencer à associer les journalistes et la presse marocaine et les médias marocains, effectivement. Voilà des sujets de mobilisation et non pas des sujets bidons de mobilisation qui se mobilisent autour de questions vides et stériles. Il y a des questions beaucoup plus importantes parce que malheureusement, le Polisario, il a une élite à l'extérieur, on les entend beaucoup, ils sont jeunes, ils se revendiquent comme ils l'entendent. En tout cas, nous aussi, on doit avoir cette capacité d'affrontement, des capacités d'offensive médiatique. C'est très important de le rappeler parce que ce qui s'est passé, c'est pas rien. C'était une violation de nos territoires. Où est passée la presse? Où sont passées les déclarations? Qui est autorisé à parler? Il faut une vraie offensive médiatique à l'international, pas uniquement chez nous. Parce que là, chez nous, on a eu effectivement des médias qui sont mobilisés, mais c'est pas un Marocain qu'on va convaincre. Est-ce que c'est de la faute des médias? Et on reviendra à cette question. Parce qu'il faudrait aussi qu'on soit fourni en information. Exactement. Il faut qu'on soit fourni en information. Il faut une cellule capable de parler.
il faut qu'il y ait effectivement au niveau du ministère de l'Extérieur 4-5 personnes capables de faire le voyage et justement d'inonder. On lance un appel. Bah oui, voilà. mais bien sûr. Mais moi, je reste très très blessé quand je vois que certains éléments de la RAST ont le micro sur France 24, qui font des débats et qu'on a des représentants marocains qui sont modestes, excusez-moi, qui connaissent pas beaucoup la question du Sahara marocain. La MAP, ça suffit pas dans ces cas-là. Bien sûr, mais largement pas. Là, il faut prendre des devants, il faut prendre l'initiative. Je vous le dis à chaque fois, et notamment nos MRE, ils sont responsables de cela. Ils sont les représentants quelque part, si toutefois ils sont autorisés, de parler de la question et en tout cas de la médiatiser. Ensuite, vous savez pourquoi le Maroc aujourd'hui se voit effectivement voit se réveiller un certain nombre d'ennemis, notamment le Front Polisario. C'est parce qu'il y a toute l'activité autour. C'est normal. Et ces gens-là s'affolent parce qu'ils voient que c'est la fin, c'est leur fin aussi. Ils ne sont plus crédibles. Bientôt, ils seront peut-être déclarés organisation internationale terroriste. Bientôt, l'Algérie ne sera plus capable de jouer ce jeu flou. Donc, ils sont dans un affolement. Il faut pas qu'on tombe là-dedans. Il faut qu'on continue notre travail, celui de la construction, de la coopération. Et justement, avec le temps, les gens vont comprendre que ce sont des personnes qui, justement, inquiètent l'intégrité territoriale d'un pays souverain. Donc, il y a une patience à avoir. Bien sûr qu'il y a une réaction, vous avez parfaitement raison par rapport à notre intégrité, mais il faut qu'on soit à l'offensive et la bonne offensive. Ça, c'est très important. Évidemment, il faut que ce soit autorisé, qu'on désigne 5-6 personnes capables de porter ce dossier, de le connaître et d'aller courir les médias internationaux. C'est comme ça que les pays font, c'est comme ça que l'histoire veut qu'on soit présent par rapport à notre question et non pas uniquement d'attendre parce que là, on a l'impression que le Polisario est une victime, on a l'impression que ils sont sur un territoire. Non, Guelgalat, c'est au Maroc. Il faut bien voir la carte. Et on est à peu près à combien? À 200-300 km de l'Guera. Le Maroc, c'est de Tanger à l'Guera. Ils sont à l'intérieur d'un pays. Mais vous vous rendez compte un peu si on jouait à ça dans la région de Besançon ou je ne sais trop quoi en France ou même en Espagne. Non, attention, il faut crier. Il faut crier au scandale. Il faut qu'on le fasse de façon efficace. Et vous savez, dès qu'il y a une quelconque offensive au niveau et une quelconque remise en question du Front Polisario, on les voit courir les médias et justement, c'est à ça que nous devons nous atteler. Alors, Mélanie Freixil, effectivement, le Polisario a répondu. Oui, alors le Polisario a répondu, mais alors ce qu'il y a de très intéressant... Est-ce que ça nous fait penser que ça ne va pas s'arrêter là, cette affaire? Non, alors d'abord, j'aimerais quand même revenir un petit peu sur l'histoire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, justement, je voudrais quand même revenir un petit peu sur l'histoire, parce que oui, la région elle fait partie du Maroc, mais elle est quand même au sud du mur de défense, du mur de sable marocain. Donc, on est bien sur une zone qui est normalement sous contrôle et sous contrôle onusien. On n'est pas sur une zone du territoire marocain sur lequel le Maroc intervient normalement et régulièrement. Donc ce qui s'est passé, ce qui est très intéressant, c'est que quand le Maroc intervient effectivement avec la gendarmerie, alors que le territoire est en fait contesté. Évidemment, c'est le territoire marocain, mais il est sous contrôle onusien et il est contesté. Le Maroc le fait en ayant prévenu toutes les autorités qu'ils allaient le faire. Ils le font tout à fait dans la légalité. Ils font très très attention à ça. Le Maroc est très fort sur cette histoire, réellement. Quand le Polisario se présente comme une victime, c'est qu'ils se sont fait avoir et dans les grandes largeurs, vraiment, par une magnifique manœuvre. Effectivement, le Maroc arrive en expliquant il faut une opération. Alors comment est-ce que ça a été présenté? De lutte contre la contrebande dans la région de Guergarat. Ils saisissent des véhicules effectivement qui sont plus ou moins abandonnés. Ils goudronnent en partie. Du coup, le Polisario est obligé de réagir parce que réellement c'est comme ça qu'ils se sentent. Et on est dans une guerre à ce moment-là médiatique extrêmement forte. Le Maroc qui essaye de rentrer à l'Union africaine. On est sur tous les plans. Et pour eux, s'ils laissent le Maroc intervenir avec la gendarmerie, c'est presque pire que des militaires. S'ils étaient intervenus avec des militaires, ça aurait été un acte de guerre. Mais avec la gendarmerie, ça veut dire que c'est bien le territoire marocain, puisqu'on est sur un territoire, c'est sur une force civile. C'est presque pire pour le Polisario. Donc, ils se retrouvent obligés d'agir et en agissant, ils sont effectivement dans une rupture de la légalité parce que le territoire, malgré le contrôle onusien, est quand même marocain. Donc là, effectivement, ils se retrouvent dans une situation qui est terrible. Le Maroc peut facilement en appeler à l'autorité puisque eux, tout ce que le Maroc a fait a été transparent. Donc, ils en appellent à l'autorité qui appelle au calme. Le Maroc, hop, retire ses bruits de bottes et le Polisario se retrouve le bec dans l'eau avec un communiqué dimanche qui montre d'ailleurs son désarroi total puisque il explique
Quand même, on comprend pas parce que là, on est en train de dire, le Maroc est en train de dire que il faut pas interrompre la circulation routière, mais il n'y a pas de circulation routière. Bien sûr qu'il n'y a pas de circulation routière dans la région, on est absolument d'accord. Mais le Maroc a réussi à effectivement imposer cette idée qu'il y a un commerce normal transfrontalier qui doit avoir lieu, que Guerguerat effectivement est bien dans le territoire normal marocain et ainsi de suite. Et ça, c'est très très fort. Ce que je veux dire par là, c'est que le Maroc a réussi sur ce coup une opération diplomatique et non militaire, contrairement au bruit que l'on a pu voir, qui est absolument exceptionnelle. Et dans sa guerre réelle pour son intégrité du territoire, sur ce coup, il a très bien avancé. Et le Polisario se retrouve dans un état... Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter quand le Polisario dit, en gros, on va pas obéir à l'ONU? Mais non, mais ils peuvent pas, ils sont désemparés. Le Polisario est désemparé, réellement. Ils peuvent pas renoncer à obéir à l'ONU parce que le statu quo que réclame le Maroc n'est pas le statu quo. C'est ça qui est formidable. Ça n'est pas le statu quo. Le statu quo précédent, il y avait un mur des sables qui ne comprenait pas Guerguerat, et il n'y avait pas de trafic normal, routier normal. Là, le Maroc dit on revient sur le statu quo à condition que tout le monde respecte le trafic routier, les frontières qui vont bien et ainsi de suite. C'est pas le statu quo. Et le Maroc est très fort là-dessus. Attention, c'est pas du tout une critique du Maroc. Au contraire, je trouve que c'est extrêmement beau comme manœuvre. C'est très très fort. Aziz Bousta, sur le communiqué du Polisario. Alors, pour revenir sur ce que disait Mélanie, il y a un trafic routier qui dans la région. Bon, c'est pas le trafic entre la Suisse et l'Allemagne, mais c'est quand même un trafic. Donc, il y a des camions qui partent du nord vers le sud et inversement. Oui. Il y a des gens qui passent. Mais il y a énormément de trafic, il y a énormément de contrebande aussi, les cigarettes. Enfin, il y a beaucoup de produits qui passent surtout dans un sens. Surtout la contrebande, oui. Il y a de la contrebande, mais bon, il y a un trafic régulier. Et effectivement, le Maroc, en disant ça, il a peut-être gonflé les choses, mais bon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais c'est magnifique, c'est une très belle manœuvre. Non, mais c'est vrai, il y a du commerce de voitures. Bien sûr, il y a du commerce, du commerce et des relations commerciales. Il y a des Marocains qui vont vers la Mauritanie, vers le Sénégal. Il y a un trafic. D'ailleurs, il serait intéressant de connaître des détails chiffrés sur ce trafic, parce que là, on est en train de faire la CEDEAO, enfin d'entrer à la CEDEAO, et il y aura encore beaucoup plus de trafic. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le Maroc a réagi. Non, mais c'est très beau. Il y a beaucoup d'échanges entre la zone de l'Aïoun, Dakhla, Boujdour et la Mauritanie. Ils sont très amis. Il y a beaucoup de relations. Oui, bien sûr. Quand on regarde les échanges entre la Mauritanie et le Maroc, ils sont quand même assez minimes. Je veux pas. Mais ça, vous parlez sur le plan international. Je parle du plan local, régional. Les échanges sont importants. Ce qui s'est passé en août, c'est que quand les Marocains avaient décidé de faire goudronner cette route, ils étaient accompagnés par des gendarmes désarmés. Bien entendu, l'armée était pas très loin, mais les gens du Polisario sont tombés dans le piège et ils sont arrivés avec leurs mitrailleuses, avec leur truc. Maintenant, le communiqué, donc c'est où le Polisario part, où il part pas. Là, il a coupé la poire en deux. Bon, je laisse faire le trafic international, mais je reste sur place en disant que finalement cette question de Guerguerat, c'est une question qui est à prendre dans son ensemble et pas d'une manière isolée, qu'il faut régler le problème. C'est qui est une grosse erreur, parce que d'abord il se met un secrétaire général qui en a déjà gros sur le cœur, puisqu'il connaît, en tant qu'ancien commissaire aux réfugiés, il connaît bien la situation, il connaît très bien la situation, il est ancien Premier ministre du Portugal, donc pas très loin de la zone, et il connaît encore mieux la situation. C'est un Méditerranéen. C'est pas un Méditerranéen, le Portugal ne sont pas des Méditerranéens, mais ils sont au sud de l'Europe, donc ils sont très proches du Maroc, et Guterres avait des relations, on va pas dire amitié, parce qu'il n'y a pas d'amitié en politique, mais oui, mais enfin, c'est connu comme un pays méditerranéen, effectivement, de manière... Non. C'est la culture méditerranéenne. Oui, la culture méditerranéenne. D'accord, c'est un pays atlantique. Oui, c'est plutôt atlantique, en termes géographiques. En termes géographiques, mais culturellement et politiquement, c'est pas un pays atlantique. Pourquoi on ne pas un sujet sur le côté méditerranéen ou non du Portugal? Oui, mais c'est un bon sujet. De manière générale, ce qu'est la Méditerranée. Finir. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est le centre de la civilisation, donc ça peut être intéressant. C'est la grosse erreur, le désarroi dans lequel se trouve le Polisario, que Mélanie a bien relevé, parce que ce communiqué est vraiment un communiqué puéril, où on est en train de faire monsieur, regardez, il n'a pas fait. Donc c'est de la délation. Est-ce que c'est pas inquiétant de savoir que le Polisario finalement va continuer? Le Polisario, alors, ils ont pas le choix. Ce qui est inquiétant, Naïma, c'est ce qui vous atteint. Le Polisario n'a pas les armes qu'il faut pour atteindre véritablement le Maroc. Il a des mitrailleuses, il a des mitraillettes, il a pas ce qu'il faut. Le jour où il s'amènera avec des missiles, le Maroc réagira autrement. Pour l'instant, ce n'est pas au Maroc d'assurer l'ordre et d'assurer le respect de la légalité internationale dans la zone tampon. Ça appartient à la MINURSO. Le Maroc a demandé un statu quo. Il est revenu
dans sa zone que l'ONU lui a demandé, ou l'ONU lui a demandé d'être, et il est resté là. Maintenant, c'est le Polisario qui est armé qui, dans la zone tampon, il est dans l'illégalité. La grosse erreur du Polisario et des Algériens, c'est d'avoir mis les choses, restauré les choses dans leur ensemble, en disant que l'affaire de Guelguelat doit être réglée dans son ensemble, contre ce Maroc qui entrave les efforts de l'envoyé personnel Christopher Ross, qu'on avait oublié depuis le temps, le Maroc qui ne respecte pas les accords, le Maroc qui entrave, le Maroc, mais ils ont demandé un référendum d'autodétermination. C'est ce qu'ils demandent. Bien. Quand ils demandent ça à un monsieur comme Antonio Guterres, qui avait déjà parlé de cette affaire quand il était au commissaire aux réfugiés, et qui avait dit, c'est bien, d'accord pour un référendum d'autodétermination, mais il y a une population à qui va voter? Vous êtes combien? Il faut faire un recensement. Vous ne voulez pas faire de recensement. Comment on va savoir quel est ce corps électoral, référendaire? Donc là, il se retrouve finalement dans... Il y a un problème, Aziz, parce que là, on prend la liste d'avant 75. On ne prend pas les nouveaux, c'est pas possible. Oui, mais c'est compliqué parce qu'entre temps, il y a des Sahraouis qui sont nés, oui, mais ils sont nés Maroc, qui sont là. Ceux qui sont nés Maroc n'ont pas besoin d'autodétermination. C'est ça le gros point. Mais c'est ça le gros problème, c'est que au-delà de ça, vous avez raison de le mentionner, mais au-delà de ça, c'est que ces gens-là, au Polisario et à Tindouf et en Algérie, refusent le recensement. Pour des questions politiques, pour des questions bassement financières aussi. De détournement parce qu'il faut qu'ils détournent. Et puis quand il vient dire qu'il y a 250 000, 300 000 et en cas de recensement, ils vont ramener les Algériens pour mettre 250 000. Est-ce que les Marocains ne peuvent pas reconnaître ça? Et c'est normal. Et Antonio Guterres, c'est le grand malheur du Polisario et d'Alger, c'est que l'actuel secrétaire général des Nations Unies, qui est parti pour au moins 5 ans, connaît très bien cette problématique, et c'est très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a réagi très vite après l'entretien avec le roi du Maroc, ce qui est une grande victoire, parce que quand on est une partie en conflit et qu'on appelle le secrétaire général des Nations Unies pour lui demander de prendre position et qu'il prenne position, ça veut dire qu'on est dans son bon droit. Et donc, en gros, ça veut dire que les autres ne sont pas dans leur bon droit, et ils continuent de le marquer en maintenant une présence armée dans la zone tampon. Et juste un point, c'est le déplacement géographique du Polisario, parce qu'avant, ils attaquaient du côté de Hamid Rizlan, c'est-à-dire du côté de l'ouest algérien, et maintenant ils passent du côté du nord de la Mauritanie. C'est quand même assez intéressant de voir comment ils se déplacent. Est-ce que c'est une question de fond? Est-ce que c'est une question de changement de mercenaires, d'appui, en tout cas logistique quelque part aussi? C'est pas une question de fond, c'est simplement qu'on leur a fait bisque-rage et qu'ils sont tombés dans le panneau. C'est vraiment que ça. C'est vraiment que ça. Comme dans Roméo et Juliette. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Qu'on en soit